Yes, salut tout le monde, on se retrouve pour le quatrième épisode, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Aujourd'hui, on a notre premier invité, Lucas. Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Nickel. Bah écoutez, je pense que tu vas te présenter un petit peu rapidement pour Ok. que les gens puissent te Bah, connaître. moi, c'est Lucas Heinz. Donc, ça va faire quasiment 8-9 ans maintenant que je fais du business en ligne. Ok. Donc, business en ligne, de base, j'ai un peu commencé, je pense, comme tout le monde. J'ai fait de tout et n'importe quoi. Des vidéos YouTube, des blogs, vente de formation. Tout testé dans plein de niches différentes. Et de base, j'étais étudiant, donc j'avais environ 17 ans quand j'ai commencé. J'étais étudiant BTS comptabilité. Ok. Donc, de base, je voulais pas faire d'études, mais mes parents voulaient que j'ai un BTS. Donc, je me suis dit, quel BTS est-ce que je pourrais faire pour m'aider dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait un BTS comptabilité, mais j'avais aucun objectif de devenir comptable. Et au final, ça m'a pas forcément beaucoup aidé, à part pour faire la compta à la fin de l'année. Ok. Mais voilà, j'ai fait mon BTS et à côté, du coup, j'avais commencé mon blog. Donc, à l'époque, un article par semaine, je faisais. Et pour moi, c'était déjà un truc de fou. Mais au final, c'était rien et je gagnais très peu. Je devais gagner 100-200 euros par mois de vente avec le blog. Mais voilà, j'ai fait ça pendant 1-2 ans. Après, j'ai fait de la vente de formation un peu générale, donc sur comment gagner de l'argent, comme tout le monde, je pense. Ouais. Ça n'a pas trop marché parce que c'était pas assez ciblé. Et après, j'ai bien aimé YouTube. J'ai découvert YouTube automatisation. Donc je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans YouTube automatisation. C'était très connu aux États-Unis. Ok. Et vu que c'est ce que j'aime faire, analyser des vidéos, voir qu'est-ce qui marche ou pas dans une vidéo, je me suis lancé dans YouTube automatisation parce que c'était ce que je préférais faire dans tout ce que je savais faire. Et voilà, là, ça va faire 4-5 ans que je fais du YouTube automatisation et 7-8 ans que je fais du YouTube sérieusement. Ouais. Ah, quand même. Ok. Ouais. Ouais. C'est fort. Quand j'étais petit, j'avais une chaîne de gaming sur Call of Duty Black Ops 2 aussi, mais Ah ouais, BOD. voilà. J'ai supprimé depuis. Ah ouais. Tu l'as pas gardé pour. J'ai supprimé quand je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Donc, Ok. ouais. J'étais avec Squeezie à l'époque, hein. Mais j'avais pas ses abonnés. J'ai jamais fait de Nuketown, hein, les bombes Ouais. nucléaires, les Moab et tout. Ah ouais. Yes, du coup, pour tous ceux qui nous regardent et qui connaissent pas forcément donc ce que c'est le YouTube automatisation, est-ce que tu peux expliquer brièvement, sans donner trop de détails? Ouais. Bah déjà, il y a deux façons de le comprendre et les gens en ce moment avec la nouvelle mode de l'IA, ils comprennent surtout quand je dis YouTube automatisation, tu vas créer des vidéos avec l'IA. Moi, c'est pas du tout ça, c'est surtout automatisé avec des freelances. Donc, la plupart du temps, des gens qui coûtent moins cher, Philippines, Afrique pour la France, ce genre de pays qui coûtent pas cher. Et en fait, le but, en fait, ça va être de créer des vidéos automatisées, donc parce qu'ils sont créés par les freelances, donc le script, la voix, le montage et la miniature. Donc toi, tu t'occupes soit de gérer, soit tu peux même déléguer ça encore à quelqu'un qui manage. Et c'est automatisé, donc tu vas payer le prix de la vidéo un certain prix. Et le but, c'est que la vidéo rapporte plus grâce à la monétisation YouTube et tous les autres axes de monétisation. Donc au début, c'est pas rentable du tout et tu peux le faire par toi-même avec ton propre temps, faire toi-même le script, toi-même la voix, toi-même le montage. Et de plus en plus, ça va être rentable, de plus en plus, tu vas déléguer ce que tu n'aimes pas faire. Donc par exemple, moi, j'aime pas du tout faire la voix, donc c'est le truc que je délègue en priorité. Et petit à petit, comme ça, si par exemple la personne est étudiante, elle peut réussir à débuter avec des vidéos YouTube qu'elle fait elle-même et créer des revenus passifs qui sont du coup de plus en plus élevés. Ok. Donc voilà. Et comment tu fais pour savoir justement quand une vidéo, ça mérite qu'on investisse tout ça pour sortir ta vidéo? Comment tu arrives à sentir la vidéo qui va avoir plus de potentiel qu'une autre? Ouais, pour ça, il y a beaucoup de stratégies. Déjà, premièrement, je pense qu'il y a énormément d'expérience. C'est beaucoup, est-ce que, tiens, ce titre ou ce sujet de vidéo va marcher sur YouTube? Ok. Plus tu as d'expérience dans ta niche, plus tu vas le voir, ça. Je pense que c'est quasiment 70% de comment est-ce que tu sais si une vidéo va marcher ou pas. C'est, tu as juste le feeling. Et après, ce que tu peux faire, sinon, c'est regarder qu'est-ce qui a déjà marché dans le passé. Regarder des petites chaînes aussi, qui sont à peu près de la même taille que la tienne. Surtout, faut pas faire l'erreur de regarder des grosses, parce qu'en fait, les grosses, si elles marchent, c'est qu'elles sont déjà grosses. Hmm. Mais si toi, t'es petit, tu vas refaire comme eux, ça va peut-être pas marcher. Donc, tu regardes des petites chaînes, et si dans ces petites chaînes, il y a une vidéo, par exemple, qui marche mieux que les autres, là, c'est peut-être que la chaîne a trouvé quelque chose de bien. Donc, tu refais le sujet en mieux qu'elle, et ça va sûrement aussi marcher pour toi ensuite. Ouais, ça par rapport à YouTube, ce que je sais, c'est que même quand t'es un petit YouTuber ou que t'as une petite chaîne, l'algorithme il est bien foutu parce qu'en fait, si ta vidéo elle est d'une meilleure qualité qu'une vidéo qui a 100K vues, tu vas quand même, Ils vont mieux te référencer. tu vas bien être ranké et tout ça, quoi. Ouais, Ouais. Ok. Ok. Et donc, tu parlais de niches, donc il y a des niches qui fonctionnent moins que d'autres.
toi, tu te positionnes sur une niche en particulier ou vu que bah, tu délègues toutes ces parties et je pense que tu as plusieurs chaînes, tu as une chaîne, une niche par exemple. Comment tu... Ouais. Bah, il y a énormément de niches qui fonctionnent, même des niches très nichées, on va dire. Ok, Et il y a des niches qui fonctionnent moins que d'autres. Donc, je pense que si tu veux me poser la question de quelles sont les niches qui fonctionnent, premièrement, je dirais, c'est des niches où tu as un potentiel de faire 1 million de vues par vidéo. ok, Donc, si c'est plus niché que ça va pas être bien. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop général. Si c'est trop général, les gens vont pas réussir à s'identifier à la chaîne. Et par exemple, un exemple, ça peut être Lama Fâché. Avant, ça marchait très bien, ils étaient vidéos de top 10 putaclic. Et là, ça marche plus du tout parce qu'il est trop général, il est trop dans le putaclic. Donc, faut quand même être ciblé un minimum. Et après, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je traduis ça dans d'autres langues. Donc, par exemple, j'ai une chaîne dans les films qui est ma niche principale. Je vais faire une vidéo en anglais, je vais payer tous ces freelances. Et après, du coup, j'ai déjà la vidéo, j'ai déjà, du coup, le montage, le script. Et j'ai juste à traduire la voix. Donc, ça va me coûter beaucoup moins cher d'ensuite dupliquer cette vidéo en espagnol, français, italien, etc. Même coréen, japonais, même arabe. Et Ok. uniquement quand j'ai optimisé ça, après, je peux encore créer d'autres chaînes. Bah, en fait, c'est un peu la dynamique du dropshipping, en fait, tu sais, quand tu lances une boutique. Moi, Ouais. ce que j'avais fait en drop, hein, sur les 20 boutiques que j'ai lancées, j'ai un produit qui marche hyper bien. Je l'ai mis en France, je l'ai mis en Angleterre, au Portugal. ouais, tu l'as balancé de partout. Je l'ai balancé même en Roumanie, mon gars. Tu vois, genre, vraiment, j'ai bombardé ce C'était produit. quoi le produit Franchement, je peux le dire, non, j'en ai rien à faire. C'était un spray dépilatoire. C'était un. Ah oui. Ouais. Tu balançais en Roumanie, toi. J'ai balancé ça, hein, les Roumaines, elles ont plus de poils maintenant, mon gars. Genre, en gros, ça coûtait 2 euros, je le vendais 22 euros, tu vois. Il y en avait un qui coûtait 6 euros, je le vendais 44, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Et en gros, Sacré bah. marge. En gros, le rasoir, bah, ça peut te faire mal et ça prend du temps. Pareil, c'est la cire, ça fait mal aussi. Aller chez la meuf qui s'occupe de toi, ça coûte cher aussi. Donc en fait, c'était un produit qui était parfait pour ce problème, tu vois. Qui coûtait pas cher, etc. Et rapide. Voilà, ce produit-là, c'est plus un winner, désolé. Mais je me suis mis bien. Voilà, on vous donne les tips, mais après. Quand même, sinon, faut payer pour savoir. Mais justement, c'est marrant parce que justement, lui, il va traduire un produit qui marche dans plusieurs langues et il va marcher dans toutes les langues. Et sur YouTube, c'est souvent pareil. Quand une vidéo fonctionne dans une langue, tu la traduis dans l'autre, elle va fonctionner. Et si une vidéo fonctionne pas dans une langue, tu la traduis dans l'autre, elle va pas fonctionner. Ok. Donc ça montre vraiment à quel point le sujet et la qualité, bah, ça fonctionne dans n'importe quelle langue et c'est pas de la chance, tu C'est vois. universel. Bah, justement, c'est ce que je voulais te Mm. poser comme question, parce que je me dis que bah, au niveau de la culture, tu vois, je veux dire, Ouais. les Français vont consommer tel type de contenu que les Japonais, les Coréens, les Thaïlandais ou Surtout même les les Japon. Américains. Les Ouais, ouais, Japonais. c'est vrai que les Japs, ça doit être quelque chose. Quand même. Ouais, ok, bah dans ce cas-là, ouais, donc vraiment une niche universelle en plus. C'est, Mm. non, top. Après, dans les films, ils peuvent sûrement avoir des goûts différents, je pense. Surtout entre les Japonais et les Américains, à mon avis. Ouais, Ils vont pas regarder Oppenheimer, ça c'est clair. Ouais, ouais, ouais. ouais, tu m'étonnes. Et Voilà. c'est quoi tes objectifs là d'ici le Q4 2025? Qu'est-ce que tu aimerais en termes de CA ou tes objectifs perso, Ouais. pro? Alors, mon objectif, c'est vraiment de scale à fond mes chaînes YouTube parce que j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pouvait scale le plus rapidement vers 1 million d'euros Ok, dans mes différents business qui sont du coup la vente de formation, l'agence de création de vidéos et les chaînes YouTube perso. Et je pense que les chaînes YouTube perso, c'est ce qui peut scale le plus rapidement vers 1 million d'euros par an. Donc mon objectif, c'est de faire 1 million d'euros par an et donc c'est à peu près 250 millions de vues au total. Donc faire 250 millions de vues. oui, ça va, en vrai, je pense que c'est C'est abordable. assez atteignable, hein. Ouais, ouais. Si tu compares à combien est-ce qu'il faut gagner par jour avec une agence et en plus tu dois délivrer le produit après, je crois que c'était 2300 fois 365 du coup. Et délivrer 2300 euros de service à des clients tous les jours, c'est beaucoup plus dur que faire 230 ou 250 millions de vues. Eh ben, tu m'étonnes. Ça Ouais. me laisse. Ça allait. T'as fait pas mal de vues, je crois, quand tu fais des vidéos sur YouTube. T'as mis combien de temps à atteindre, on va dire, Ton max. Franchement, je crois que j'ai fait 1 million de vues. au total? Ouais, en un an. C'est pas énorme par rapport au nombre de vidéos que j'avais fait, tu vois. J'avais fait 50 vidéos. Mais ce qui est marrant, c'est que la loi de Pareto sur YouTube, elle marche de fou, tu vois. T'as 20% de tes vidéos qui vont t'amener 80% du trafic, tu vois. Ah, c'est vrai. Et du coup, par contre, t'as 80% de vidéos qui, elles, font pas de vues, tu vois. Donc, après, soit tu les squeezes
ou pas, tu vois, mais moi, je faisais des tutos rap à l'époque, et c'est à partir du 21e tuto rap que là, j'ai ma chaîne qui est passée de peut-être 1000 abonnés à 10 000 abonnés direct, quoi. Au bout d'un mois, la vidéo, elle a tellement marché que ça qui est fou, quoi. Franchement, quand tu trouves une pépite et que tu trouves une vidéo qui marche de fou, c'est... Ah ouais, c'est puissant. C'est quelque chose. Ouais. Ouais, du coup, vraiment faire preuve de résilience et de discipline, quoi. Ouais, c'est ça, faut y croire en fait, parce que de la première vidéo jusqu'à la 20e, pour moi, ma chaîne, jamais elle allait me ramener de l'argent. Il a fallu que je sorte la 21e vidéo pour que tout change et que j'ai toute une communauté, etc., quoi. C'est fou. Toi, Ouais, et après, toi, tu as une chaîne qui est basée sur la vente de formation, donc Ouais. les vues sont pas non plus si importantes que ça. Bah, surtout dans la musique, tu vois, là pour le coup, c'est vraiment ultra niché. J'ai connu ce que c'était aussi d'avoir une micro-niche, mais ça fidélise aussi pas mal parce que du coup, vu que t'es le seul à faire ça, les mecs ils tiennent absolument à ce qu'il y ait la prochaine vidéo. t'as Là, ça créé un doit pas- marché, carrément, je pense. Ouais, bah c'est clair. Bah, il y a trois coachs de rap en France. Ouais. Et en plus, je crois qu'il y en a une là, il y a quoi? Il y a même pas 6 mois, t'as vendu un truc, je crois. Ebook, je l'ai écrit à 5 ans. Et la formation, pareil, il y a toujours des gens qui viennent me contacter. Est-ce que tu Ah, c'est peux, fou. est-ce que tu peux m'apprendre à rapper? Je suis en mode, bah, tu sais, j'ai fait 10 millions d'euros depuis, j'ai pas que ça à foutre de te coacher en rap, tu vois ce que je veux dire? C'est des barres en vrai. Ouais, du coup, moi, ça me fait penser à un truc aussi, c'est que bah, vu que toi, t'étais assez niché, et je veux dire, toi, bon, on va dire que c'est un contenu que on va dire, diversifier via différents canaux d'acquisition. Tu vois, tu peux poster un extrait sur Ouais. TikTok, sur Insta, etc. Mais toi, Mm. est-ce que du coup, t'as des canaux d'acquisition qui vont rediriger directement vers tes vidéos ou tu te bases uniquement sur l'algorithme YouTube? Les blogs, ça doit marcher aussi, du coup, pour mettre en lien. Par exemple, tu peux faire des blogs qui résument la vidéo YouTube, après, un truc comme ça, non? Ouais, bah encore une fois, sur mes chaînes faceless où je montre pas mon visage, je focus que sur YouTube, donc j'ai aucun canal d'acquisition et je fais confiance à l'algorithme. Maintenant, sur mes chaînes personnelles où je vends mes formations, là je vais avoir des canaux d'acquisition, mais l'objectif c'est de vendre une formation derrière, c'est pas Ouais. uniquement de faire des vues sur YouTube. Et donc, c'est pas vraiment le nombre de vues qui importe, c'est Ouais. vraiment. Je pense pas que ce soit très intéressant de dépenser quelque chose ou de faire des efforts dans le but de rediriger vers YouTube. Autant faire les efforts sur YouTube direct pour avoir les vues en fait. Ok, et donc vis-à-vis de tout ça, t'as mis combien de temps toi à avoir tes premiers résultats? T'as galéré pendant combien de temps concrètement? Tu veux dire en business ou En sur le business, ouais. business de Non, YouTube? en business En en business, général. je pense que, bon, comme je te disais, quand j'étais étudiant, je faisais un article de blog par semaine et pour moi, j'étais déjà un entrepreneur, tu vois. Ouais, Là, cette première année, j'avais zéro. Après, je faisais vite fait du montage pour quelqu'un, donc je gagnais 500, 600 euros par mois, mais j'étais encore chez mes parents. Donc je pense que ça doit bien faire 2 3 ans avant d'avoir de quoi vivre et plus de 1000, 1500 euros par mois, ouais. ok. Ouais, donc là, ouais, ok. Ouais, donc actuellement, tu peux vivre de ça. Ouais, là, ça fait longtemps que j'ai commencé à gagner 1500 euros par mois, mais au début, j'ai bien mis 2 3 ans, ouais. Ok. Ouais. Et donc, c'est quoi tes petits tips pour bah, garder cette déterre et se dire, bah, je vais continuer là-dedans, même si ça fonctionne pas, je continue. Bah moi je crois que on est vraiment entrepreneur inné à l'intérieur de nous au final et les gens qui sont pas entrepreneurs à l'intérieur d'eux vont abandonner de façon naturelle. Les gens qui sont entrepreneurs à l'intérieur d'eux, bah, ils savent que c'est ce qu'ils veulent faire et même si ils vont avoir des problèmes dans la vie, ils vont potentiellement retourner dans le salariat pour subvenir à leurs besoins. Le soir quand ils vont rentrer chez eux, ils vont toujours avoir la motivation de relancer un business à côté et de sortir de l'entrepreneur du salariat le plus vite possible. Donc je pense que déjà tu l'as à l'intérieur de toi et ensuite il faut aussi que tu fasses un business que tu aimes faire. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce que j'aimais faire le mieux. Faut pas que quand tu ailles travailler toute la semaine, tu te dises putain, faut que je retourne travailler, faire mon business. Si t'aimes ce que tu fais, au final, t'es motivé tout le temps en fait. C'est sûr. Top. Et après, bien évidemment, faut qu'il y ait de l'argent derrière pour que la motivation continue et pas travailler dans le vide. Ouais. Bah ouais, ça serait un petit peu con de bosser 60 heures semaine pour au final avoir deux cacahuètes. Dans le Bah, football, c'est ça, au début, c'est ça, hein. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant plusieurs mois, je gagnais pas de sous, quoi. Il faut vraiment croire en son projet et se dire qu'à un moment, ça va marcher, hein. C'est comme dans le cinéma, t'as des gens, ils postulent à des rôles pendant 10 ans et après, Ouais. ils ont leur premier film, tu vois. Il y a Donc, l'histoire de Keanu Reeves, je sais pas si vous la connaissez, Non. mais c'est un mec, il a pas mal galéré ouais, avant qu'on l'appelle pour lui dire tu vas être, je te veux vraiment toi comme acteur. ouais, Avant Et c'était c'était le plan B, tu vois. est-ce que vous croyez à la loi de l'attraction sur ce genre de choses? C'est-à-dire, sur
ce Que genre de quand on choses. veut que quelque chose fonctionne et qu'on fait les efforts, qu'on devient meilleur, Oui. bah, un jour ça va se développer, arriver. À fond. À fond. Bah, de toute façon, si tu investis ton temps, ton énergie et que ton mental est à 100% là-dessus, forcément, ça va arriver dans ta vie. Moi, il y a une histoire que j'aime bien. C'est en gros, imagine, t'as une femme enceinte, elle est en boîte de nuit, tu vois. Donc, elle est près du DJ, etc. Et t'as une autre femme enceinte qui est vers les toilettes tout au bout de la pièce, tu vois. Donc, entre elles deux, il y a 50, 100 personnes, tu vois. Et je te jure que si la femme enceinte, elle parle de bébé, celle qui est de l'autre côté, elle va entendre que ça parle de bébé, tu vois. Parce qu'en fait, elle pense qu'à ça tous les jours. Donc c'est juste ça, en fait, la loi d'attraction, ça te permet juste de mettre ton focus au bon endroit, tu vois. Comme quand tu t'achètes une nouvelle voiture et tu vois que ça, tu vois. Genre là, avant de venir, j'ai vu au moins 3-4 Tesla, tu vois. Mm. Parce que bah, depuis que j'ai une Tesla, je vois tout le temps des Tesla, tu vois. Mais Mais je oui. pense aussi que ce qui est vraiment important à comprendre dans la loi de l'attraction, c'est ce que Einstein disait, mais je me souviens plus de la phrase, je sais pas si vous la connaissez. Mais il faut pas faire des efforts dans quelque chose qui n'a pas marché, il faut changer. Donc par exemple Mm. sur YouTube, c'est très important d'analyser ce qui n'a pas marché et ne pas le refaire, ou d'analyser ce qui a marché et le refaire en mieux. Et Ouais. le problème, c'est qu'il y a des gens, pendant des années, ils vont refaire quelque chose qui marche pas, mais ils vont pas changer, ils vont pas évoluer. Ouais, ils vont se taper la tête contre le mur à chaque Ouais. fois. Ouais. Bah même ça, j'avoue, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat, en fait, parce que Mm. chaque mois, faut que tu testes plein de nouveaux trucs, tu vois. Et même quand ça marche, il faut quand même que tu essaies des nouvelles choses, parce que ça pourrait marcher encore plus que ça marche déjà. Donc, il faut toujours avoir cette curiosité et chercher des nouveaux résultats en mettant en place des nouvelles actions chaque mois, quoi. Ouais, faut avoir le regard critique. Ouais. À fond. Savoir se critiquer soi-même et savoir recevoir les critiques. Parce que moi, je connais des personnes qui, malgré le fait que bah, ils sont entrepreneurs ou quoi, recevoir une critique, ils veulent pas. Bah, j'en connais Ils aussi, sont, ils j'en sont pas connais ouverts aussi. à ça et pourtant, c'est un très très bel axe d'évolution, hein, de pouvoir recevoir des critiques, les analyser. Mm. Bon, faut pas toutes les prendre. Il y en a, ça va être des rageux. Pour savoir qui écouter quand on a plein de commentaires ou des conseils, etc., ça dépend juste, en fait, qui est-ce que tu estimes, en fait. Si tu estimes la personne, tu vas porter de l'importance à ce qu'elle te dit, tu vois. Mais moi, les gens qui vont me dire quoi faire de ma boîte, alors qu'ils sont même pas entrepreneurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait, genre, C'est vrai. Ouais. tu vois. Est-ce que toi, il y a des personnes qui t'ont aidé là-dedans? Je veux dire, ta famille, est-ce qu'ils t'ont poussé à continuer, à te lancer là-dedans ou... Moi, mes parents, ils ont aucune idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat, donc Ok. ils étaient un petit peu réticents que je me lance là-dedans. Mais en même temps, ils m'ont pas non plus fait des reproches et ils m'ont quand même un peu soutenu. Mais autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, j'avais personne qui faisait l'entrepreneuriat, donc j'ai vraiment tout fait tout seul, j'ai tout découvert tout seul. Et après, quand je suis parti de France, je suis arrivé à Malte quand je devais avoir environ 20 ans, donc justement au moment où je faisais mes premiers 1 500 € par mois. Et là, à Malte, j'ai découvert plein de potes entrepreneurs, plein d'entrepreneurs. Ça a vraiment changé, surtout mon mindset. Sortir de la France avec que des employés et aller à Malte avec que des entrepreneurs, ça m'a vraiment fait évoluer énormément sur des barrières limitantes, etc. Et là, j'ai découvert pas mal de potes entrepreneurs et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ok. T'as des exemples sur, par exemple, ces croyances limitantes que t'avais avant et qui se sont dissipées avec ces Ouais, rencontres? bah, les premières croyances limitantes que je pense qu'on a tous, c'est quand on évolue dans un milieu où les gens gagnent 3 000 € par mois maximum. On se dit que c'est juste pas possible de gagner plus de 3 000 € par Ouais. mois, à moins de travailler comme un malade. Et à Malte, la première année, c'était 2021, il y avait les cryptos qui étaient en explosion. Et il y avait des moments où je faisais 30 000 € dans un mois juste avec les cryptos parce que bah, mes potes, ils connaissaient des bons plans, ils me disaient tiens, mets là-dedans. Et je faisais rien à côté, j'étais à la plage toute la journée, donc ça m'a vraiment débloqué sur bah, tu peux gagner beaucoup plus d'argent sans travailler beaucoup plus que au final ce que tu penses. Travailler intelligemment. Ouais, c'est vrai, moi j'étais à Marbella une fois et je parlais que je vendais des formations, tu vois. Et lui était dans la crypto. Et il me dit, mais pourquoi acheter des formations? Ça sert à quoi d'acheter des formations? Il comprenait pas pourquoi, à quoi ça servait. Et en fait, on était dans deux mondes différents parce que lui, il fonctionnait juste en mode network. Donc, bah, si je connais un mec qui est bien dans la crypto, j'ai pas besoin de moi d'être formé en crypto. J'ai juste à prendre les calls qu'il va me donner et devenir blindé, tu vois. Et moi, j'étais de la team, bah ouais, mais en fait, la vie, c'est pas. Il y a pas tout le monde qui va à Marbella, en fait. Donc, formation en ligne, c'est hyper important, tu vois. Ouais, moi j'ai jamais compris les gens qui étaient entrepreneurs, qui faisaient pas de formation pour devenir meilleurs, ou qui lisaient pas de livres pour devenir meilleurs, qui faisaient pas de dev perso. J'ai jamais compris comment ces gens-là ont réussi dans l'entrepreneuriat, parce que moi je pense que les deux sont liés. En fait, il faut toujours se former
Et même si tu prends une formation et que 80% de ce que tu as appris, tu le savais déjà, bah, même si tu as 20% d'informations en plus petit à petit tous les jours, tu deviens toujours meilleur au final, donc c'est important. Mais de fou. C'est ça. De toute façon, il y a tellement de choses à apprendre qu'au final, on mourra, on sera toujours con, tu vois. Ouais. Ouais, Moi, on c'est ce sera que je me blindé. dis. Con mais blindé. Donc, ça. Dans le business, il y a ça pas mal en fait, parce que dès qu'un mec il se lance dans le business, il a regardé deux trois vidéos, il croit que c'est un expert, il se sent plus, et après il se casse la gueule. Mm. C'est qu'après qu'il se rend compte en fait qu'il y a tout ça en fait qu'il ne connaît pas. Et Ouais. c'est hyper simple d'expliquer tous les business qu'on va faire, parce que c'est le dessus de l'iceberg. En fait, tu regardes tous les business, tu te dis bah ok, ouais, c'est cool, ouais, je peux le faire, ouais, c'est facile, etc. Ouais, mais en fait, si c'était facile, tout le monde serait blindé. T'as Tu parlé de chute, on va dire, de cassage de gueule. Ouais. C'est quoi pour vous, enfin, la période où vraiment ça vous a mis un gros coup et vous êtes vraiment retombé? Moi, je pense que c'était justement à la fin 2021 avec le crash des cryptos. Ok. Je suis passé de quelqu'un qui faisait beaucoup d'argent sans rien faire avec les cryptos à quelqu'un qui, du coup, bah, n'avait plus d'argent en crypto et devait recréer un business et devait refaire des efforts alors qu'avant tout tombait du ciel. Bah, parce que Mais c'était pas non plus très gros crash. Et comment t'as pu gérer, on va dire, ce fait on va dire, faire des efforts, atteindre plus ou moins le succès, retomber et redevoir te remettre à fond dans le charbon, tu vois. Limite, quand je faisais des cryptos, j'avais plus d'objectifs dans la vie en fait. Ok. Et j'étais peut-être même plus malheureux que ce que j'étais quand j'avais pas beaucoup d'argent. Donc au final, le fait de retravailler, ça m'a redonné un objectif dans la vie. Et je pense que pour être heureux dans la vie, il faut avoir un objectif et toujours travailler à atteindre cet objectif. Pas forcément en business, mais même dans plein d'autres domaines, dev perso, les filles, avoir une meuf qui est bien, pas mal de choses comme ça. Donc au final, c'est ce qui m'a surtout aidé à redevenir heureux en quelque sorte, de refaire un business plutôt qu'autre chose. Plutôt Vraiment qu'autre l'inverse. les objectifs, quoi. Ouais. Toi, Wesley, t'as eu des périodes un peu... bah, beaucoup, hein, Ouais. beaucoup. Hein. De toute façon, il n'y a pas de réussite sans échec, donc faut savoir gérer ça. Après, les cryptos, c'est pas un business, tu vois. J'achète quelque chose, j'attends et de je gagne, spéculation, quoi. et je gagne de l'argent. Tu vois, Ouais. c'est pas un business, donc c'est normal en fait que la plupart des gens qui sont en crypto, quand il y a un bull run, bah, ils ont l'impression d'être le loup de Wall Street, tu vois. En fait, non, ouais, c'est là, t'as investi, t'as gagné beaucoup d'argent, mais après, quand ça crache, là, tu te dis, mais en fait, bah, c'est quoi mon job? Bah oui, mais ton job, c'est rien. Le trading, investir, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent? Mais du coup, ton argent de base, tu le gagnes comment, tu vois? Pour moi, c'est vraiment l'investissement, bah, c'est en second temps, c'est très rare, tu vois, d'en faire un business principal, en fait, à mon. Ah ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Bah, si on parle de trading hors crypto, sur le forex, marché d'échange, etc., tu vois, oui, il faut avoir un capital de départ pour pouvoir espérer générer des gros revenus. Ouais. Après, justement, c'est ça qui est bien avec la crypto, c'est que tu peux commencer avec 1000 euros, tu vois, que tu étales sur différentes cryptos, et ça peut bump énormément, tu vois. Ouais, mais Moi, justement, le problème, en fait, c'était que quand c'était en bull run, bah, tous les mois, je gagnais de l'argent, donc je pouvais dépenser cet argent que j'avais gagné dans le coût de la vie et l'argent que j'avais fait en plus, je le réinvestissais. Ça, c'est bien en bull run, mais par contre, quand ça commence à baisser, bah, tous les mois, tu n'as plus en rentrée d'argent à réinvestir. Et c'est ce que Wesley dit, c'est qu'il faut de la rentrée d'argent à réinvestir. Mais quand ça baisse tous les mois et que du coup, tu perds de l'argent, bah, dans ta tête, tu vas te dire, il faut que je prenne encore plus de risques pour retourner la balance. Sauf que vu que tu n'es plus en bull run et que tu es en bear market, bah, les risques ne marchent pas et tu perds petit à petit encore plus. Donc il n'y a plus de rentrée d'argent au final. Ouais, donc d'où l'utilité d'avoir une source de revenus ah via un bah, business. ah ouais, c'est super important. Après Malte, t'arrivais à générer des revenus en ligne donc à Malte, donc vraiment cet aspect de digital nomade. Comment est-ce que t'as vécu vraiment ce changement de vie-là? Est-ce que c'était pas trop une claque que tu t'es prise au début? Si, en réalité, je pense que tout le monde passe par cette étape-là. C'est un peu une étape de nouveau riche. Ok. Où du coup, je commandais des trucs à 20 euros tous les jours. Je sortais tout le temps, je cuisinais pas. Et au final, bah, c'est un petit peu comme je disais, ce qui m'a emmené à limite être moins heureux parce que, bah, à part dépenser, je faisais plus rien, j'avais plus d'objectifs. Mais je pense qu'une fois qu'on dépasse cette étape-là de nouveau riche, et c'est bien de l'avoir le plus jeune possible, je pense, ensuite, il y a de nouvelles choses qui peuvent arriver et de meilleures choses. Tu sais que moi, je le fais toujours de bouffer au resto, etc. Mais je remarque aussi, c'est vrai que tu vois, genre,
Au début, moi dans ma vie, j'allais au resto une fois tous les 3 mois, tu vois. Après, je suis allé au resto une fois par mois, après une fois tous les 3 jours, après 3 fois par jour. Et du coup, c'est plus un restaurant. Ouais, C'est juste c'est la manger. cantine, quoi. Ouais, c'est la cantine, C'est la c'est ça. cantine. C'est juste manger, quoi. Et du coup, toutes les belles choses, c'est ça qui est dommage dans le stade de Nouveau Riche, c'est que toutes les choses. Enfin, en fait, des moments formidables et inoubliables, j'en ai tous les jours. Qu'en fait, un moment inoubliable, au quotidien, c'est des moments que tu vas finir par oublier, en fait. Et donc, je sais pas si c'est le cerveau ou quoi, mais on n'arrive plus à apprécier les choses, quoi. C'est l'habitude que tu prends, je pense. Ouais. Tu prends l'habitude d'y aller tous les jours, donc forcément, au bout d'un moment. Bah ouais, mais gagner de l'oseille, ça, y a un avant-après, hein, ça te change, hein. Tu peux plus jamais être le même gars qu'avant, même si on dit, ah, apprécie la vie, apprécie ça, les choses simples et tout. Mais oui, mais est-ce que tu sais ce que ça fait de prendre 30 000 balles comme ça en 2 semaines? Mais là, Ça tu fait vois, un truc, tu vois. tu dis que ça change quelqu'un, mais est-ce que tu penses que vraiment, dans ta nature profonde, tu restes le même? Ou le fait d'encaisser des gros chèques tous les mois, ça te change du tout au tout? Bah, tu vois, on peut pas manquer d'un truc qu'on n'a pas vécu. Tu peux pas être triste de quelque chose que tu ne connais pas. Mais si tu as connu quelque chose et qu'on te l'enlève et que tu l'as plus, là tu vas vraiment souffrir et être encore plus malheureux qu'avant même de t'être lancé dans du business par exemple, tu vois. Je pense que... Moi, en vrai, je trouve que du coup, les restaurants, les activités qui coûtent de l'argent et tout, c'est même plus forcément ça qui est un bon moment. Ce qui devient des bons moments pour moi, c'est plus des choses un peu basiques. Donc, je sais pas, par exemple, imaginons j'ai une meuf, bah, juste faire une balade avec ma meuf ou faire une balade avec des potes et parler de la vie. Des choses plutôt simples que tout le monde fait tous les jours. Et au final, en fait, quand on n'a pas d'argent, on va chercher à avoir de l'argent pour faire ce genre de choses, donc les restaurants, etc. Mais quand on a de l'argent, on se rend compte qu'au final, bah, ce qu'on préfère faire, c'est les choses qu'on fait quand on n'a pas d'argent, donc les trucs normaux, basiques. Et toi, donc, Wesley, à partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est bon, je suis bien, tu vois? Mon premier objectif c'était 100 000 euros sur le compte en banque, tu vois. Genre j'ai vraiment bossé dur jusqu'à avoir 100K de côté. Là je me suis dit ok, ça me rassure, je peux me reposer un petit peu, etc. Tu vois. Ça c'était mon premier objectif où je me suis dit, bon, ça déjà c'est fait. Puis bah après, bon, tu te rends compte que bon, ça avec 100 000 euros, c'est pas être à la retraite non plus, donc faut continuer de bosser, quoi, tu vois. Voilà. Ok. Et toi, tes objectifs vraiment perso, sans parler de business, etc., que, je sais pas, avoir une maison en Thaïlande, qu'est-ce que ce serait vraiment? Ton vision board, on va dire. Ouais. Alors, mon objectif personnel, ce serait déjà toujours de m'améliorer dans tous les autres domaines qui ne sont pas business. Donc là, j'ai un objectif qui va potentiellement être de parler mieux, avoir plus de charisme quand je parle, faire plus de sport, avoir une meilleure prestance en termes de positionnement, etc. Après, aussi trouver une meuf qui est une meuf que j'aime bien. Donc ça, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde Mm. veut sa petite femme à la Mais maison. en même temps, Wesley, il en veut deux. Faut pas oublier, Wesley, s'il peut en avoir deux, il en prend deux. voilà, en même temps, ne pas aller chez la première venue et trouver quelqu'un de qualité, quoi. Donc bah, pour trouver des gens de qualité, il faut être aussi quelqu'un de qualité, tout simplement. Est-ce que tu vois la différence entre avant, quand tu étais broke, et maintenant, avec les femmes? Est-ce que tu as ce truc de, ah, est-ce qu'elle est là pour vraiment pour moi, ou est-ce qu'elle est là parce que bah, je peux lui offrir ça et ça? Moi, je suis quelqu'un qui montre très peu et je suis aussi quelqu'un qui arrive à très rapidement voir l'intention des gens. Donc ça Ok. m'est jamais arrivé que quelqu'un soit là pour l'argent et que je le capte pas au bout du premier date, tu vois. Mm. Donc au final, non, je pense pas qu'il y ait de changement. Le seul changement qu'il y a, c'est plutôt en termes de confiance. Je pense que quand on se lance dans le business et qu'on gagne pas d'argent, bah, on a un peu moins confiance en soi. Et quand on voit qu'on commence à gagner de l'argent, qu'on commence à faire des bonnes choses, on voit que ça marche. Et on commence à avoir confiance du coup en ce qu'on est et en ce qu'on fait, puisque bah, ça marche et que les résultats sont la preuve avec l'argent. Donc. Ok, ouais, donc forcément, confiance en toi, plus de facilité avec la jante féminine, on va dire. Je pense que c'est plutôt la confiance que l'argent, ouais. Ok. Ouais, moi je pense que l'argent ça paye faire aussi quand même, hein. Si L'argent, tu montres, oui. ouais. Ouais. Ah, l'argent, ça donne une liberté, mais après, qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté, tu vois? C'est vrai qu'il faut quand même aussi cette part de confiance en soi, et tu peux aussi être blindé et être hyper, je sais pas, timide, ou, tu vois. Ouais.
Moi, j'ai pas envie justement de montrer l'argent et de faire en sorte que j'ai plus d'opportunités grâce à l'argent, parce que j'ai pas du tout envie d'être avec une meuf qui est là que pour l'argent. Donc justement, je fais tout pour pas qu'elle le sache. Et si elle est là et qu'ensuite elle découvre que j'ai de l'argent, bah c'est mieux. Ok. Est-ce que t'es quelqu'un de matérialiste ou pas, pas trop? Non, vraiment pas. Moi, il me faut juste un ordi, un iPhone, tout ce qui est technologique pour mon travail. Et après, justement, j'essaie d'avoir le moins de choses possible pour pouvoir prendre ma valise et partir n'importe où à tout moment, en fait. Ok. Je sais pas, je veux dire une montre, une Rolex, Moi, et même les pas, sapes, même tu pas. vois, je veux dire, si tu gagnes un petit peu mieux, tu vas peut-être te dire, bon, bah, je peux me permettre d'aller chez Prada, Louis Vuitton. Non, 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 j'ai jamais rien acheté. Et même quand j'étais nouveau riche, justement, j'aimais peut-être acheter un peu plus des marques. Mais là, je préfère même acheter des choses sans logo, Zara, Tout etc. simple, Donc, quoi. ouais. Basique. Basique. Toi, Wesley, au niveau des sapes, Moi, j'ai déjà voulu essayer de m'acheter des bons habits, mais en fait, c'est grave un engrenage, tu vois. c'est-à-dire? Parce que, je sais pas, par exemple, tu vas t'acheter des Louboutins à 800 balles. Hmm. C'est bien, t'as des Louboutins. Mais t'as un costume de chez Célio, Zara, donc ça le fait pas, tu vois. Du coup, tu vas dire, ok, je vais m'acheter un meilleur costume. Après, t'as un beau costume. Tu te dis, bah, il faut que je sois dans une belle voiture. Parce que Ouais. je suis en costard, mais je suis en Peugeot, c'est moyen. Et après, ainsi de suite. Tu vois, t'as une belle voiture, mais t'as un petit appartement. En fait, c'est un engrenage de fou de vouloir s'acheter du luxe. Parce qu'après, tu dois assumer ton luxe. Et tu finis ruiné. Ok, Ouais, tu finis ruiné direct. je vois. Mm. Ouais, du coup, t'as stoppé la sape direct. Tu Bon, t'es du dit, coup, bon, j'ai stoppé. J'ai quelques outfits que j'aime bien. Tu vois, j'aime bien me saper en Ralph Lauren et trucs comme ça, tu vois. C'est discret, c'est pas all des money un marques. petit peu. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est pas des trucs trop voyants ou quoi. Mais bon, là, tu vois, j'ai fait du shopping au Japon, j'étais full Zara, hein. D'ailleurs, c'est vrai que t'as sorti des sacrés outfits. Ouais. Non, en vrai, en vrai. Ouais, elles sont J'aime bêtes. bien, tu vois. Ouais, Ah, j'aime tu bien. compares le Wesley d'avant, le Wesley de maintenant, c'est plus le même. Ouais, bah, j'évolue, j'ai mes propres objectifs aussi perso, tu vois, c'est avoir du style, Ah hein. ouais, d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs perso là, pour 2025? Sans Euh, parler forcément business. Ouais, bah non, c'est une nouvelle montre, 2-3 apparts en plus. Ok, top. Au niveau de tes apparts, donc France, Thaïlande, Ouais, ouais, un peu partout, tu vois, en partout. fonction du pays, ouais. Ben écoutez, au top. Au top. Ben, merci Lucas d'avoir De accepté rien, cette merci pour invitation. l'invitation. Nickel. Bah, c'était l'épisode 4. Et pour l'épisode 5, on vous prépare une petite pépite avec un guest aussi talentueux que Lucas. ADN, c'est Ambition Digital Network, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Ouais, bah c'est important d'être ambitieux. Donc si vous avez des objectifs, faites encore mieux que vos objectifs et pensez encore plus haut. Magnifique. Et bah écoute, merci d'être venu, frérot, et puis bah on se dit à la prochaine. Merci à vous. Les super tchatcha, on se retrouve pour l'épisode 5.